La caméra se focalise sur un salon luxueux en bordure du port de Rotterdam. Des hommes en costume noir entourent une table en acajou. Un silence pesant règne. Un doigt est pointé. Une femme noire, en uniforme sobre, reste figée, un plateau à la main. Quel est le prix ? Lance la voix, tranchante comme une lame. Tous les regards se tournent, non pas vers les documents posés sur la table, mais vers elle. Je la veux. À ce moment-là, personne n'imaginait que cette servante silencieuse détenait un secret qui allait bouleverser l'équilibre des pouvoirs dans le milieu criminel européen. Un contrat de plusieurs millions de dollars était sur le point de s'effondrer, et tout cela à cause d'une femme que personne n'avait remarquée, jusqu'à présent. Mais avant de découvrir la suite, abonnez-vous à la chaîne. Cliquez sur la cloche pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Des vidéos tous les jours. Allez, passons à l'histoire. La pluie tambourinait contre les baies vitrées du penthouse, tandis que Rotterdam s'étendait à perte de vue, grise, sous le ciel lourd de novembre. L'odeur des cigares cubains se mêlait à celle du whisky vieilli. 12 hommes occupèrent la pièce, la moitié vêtue d'élégants costumes italiens, l'autre moitié arborant des coupes de cheveux militaires et des cicatrices qui racontèrent des histoires qu'ils ne diraient jamais. Au cœur de tout cela, Lee Min-ho, 42 ans, cheveux noirs plaqués en arrière avec du gel, un regard froid et calculateur. Chef du réseau coréen qui contrôlait 40% des opérations portuaires illégales entre Amsterdam et Anvers. À ses côtés, son bras droit, Park Jin-woo, un homme plus jeune, à la carrure athlétique et à l'expression constamment sur le qui-vive. De l'autre côté de la table, Victor Constantine, russe, 50 ans. Un corps massif qui semblait épouser les formes de son costume comme une armure. Il dirigeait le réseau de contrebande qui s'étendait de l'Oural à la mer du Nord. Ses yeux bleu clair scrutaient Min-ho avec la précision d'un expert en marchandises. Parmi ces documents figuraient des cartes portuaires, des routes maritimes et des chiffres. Beaucoup d'argent était en jeu, non pas en espèces, mais en promesses valant des dizaines de millions d'euros. Le terminal 7 est stratégique, affirma Min-ho d'une voix basse et posée, en traçant une ligne sur la carte du doigt. Accès direct au chenal principal. Inspection minimale. Je peux vous garantir que 3 conteneurs sur 5 passeront sans contrôle. Victor se pencha en avant, ses bagues en or scintillant sous la lumière du lustre. 3 sur 5, ce n'est pas suffisant. Il m'en faut 4. 4, c'est impossible sans éveiller les soupçons. Nous ne sommes donc pas d'accord. La tension était palpable. Les gardes de sécurité des deux camps ajustèrent subtilement leur position, rapprochant leurs mains des armes dissimulées sous leurs vestes. C'est à ce moment-là que la porte de la cuisine s'ouvrit silencieusement. Amara entra, son plateau de cristal en équilibre entre ses mains. 28 ans, la peau mate luisante sous la lumière, les cheveux tirés en un chignon impeccable. Un uniforme noir et blanc irréprochable, une tenue qui la rendait invisible dans ce genre d'endroit. Les yeux bruns baissés, elle fit le tour de la table, déposant un verre de whisky single malt écossais à côté de chaque homme. Personne ne lui prêtait attention. Les domestiques étaient considérés comme du mobilier, sauf Victor. Ses yeux la suivirent dès son entrée. Il observa sa démarche. Des pas assurés, une posture droite, des mains fermes qui ne tremblaient pas, même sous les regards glacials. Il remarqua la fine cicatrice derrière son oreille gauche, partiellement dissimulée par ses cheveux. Il constata qu'elle ne laissait transparaître aucune peur. Elle servait en silence, telle une fantôme. Quand Amara atteignit Victor, il tendit la main et lui effleura le poignet. Elle se figea, non par peur, mais par réflexe dû à l'entraînement. Min-ho leva les yeux, agacé par cette interruption. « Monsieur ?» demanda doucement Amara, sa voix sans accent identifiable, neutre comme l'eau. Victor ne lui répondit pas. Il se tourna vers Min-ho. « Quel est le prix ?» dit Victor, tout en maintenant le poignet d'Amara d'une pression légère mais ferme. Min-ho fronça les sourcils. « Le prix de quoi ?»« À elle. » Victor désigna du menton. « Je la veux. » Le silence qui suivit fut absolu. Les yeux de Park Jin-woo s'écarquillèrent. Les Russes autour de Victor échangèrent des regards surpris. Min-ho cligna des yeux, essayant de comprendre ce qu'il venait d'entendre. « Vous parlez de ma bonne ?» demanda lentement Min-ho, d'un ton dangereusement calme. « Oui. » Victor lâcha enfin Amara, qui recula de 2 pas, le visage impassible. « Ajoutez-la à la transaction. Terminal 7 et elle. En échange, j'accepte 3 conteneurs sur 5 et je paie 15 millions au lieu de 12. » Min-ho se laissa aller en arrière dans son fauteuil, ses doigts tapotant le revêtement en cuir de l'accoudoir. Il regarda Amara. Vraiment la regarda, peut-être pour la première fois depuis qu'il l'avait embauchée 6 mois plus tôt par le biais d'une agence discrète. Elle était efficace, silencieuse, ne posait jamais de questions, parfaite pour un homme à son poste.
Elle n'est pas à vendre, a finalement déclaré Min-ho. Tout a un prix. Victor alluma un cigare, l'allumette crépitant bruyamment dans le silence. 20 millions. Plus le prix initial. Park Jin-woo se pencha et murmura à l'oreille de Min-ho en coréen « Patron, ça fait 8 millions de plus. » Min-ho le fit taire d'un regard. Il se tourna vers Victor. Pourquoi elle? Victor prit une longue bouffée, la fumée s'élevant en spirale. J'ai mes raisons. Ce n'est pas une réponse suffisante. C'est le seul que vous recevrez. Amara se tenait immobile près du mur, le plateau vide à la main. Son visage était impassible, mais ses yeux, l'espace d'un instant, croisèrent ceux de Min-ho. Et dans ses yeux, il vit quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. Ce n'était pas de la peur, c'était un avertissement. Min-ho se leva. La réunion est terminée. Mes hommes vous escorteront jusqu'à la sortie. Victor ne bougea pas. Tu fais une erreur, peut-être, mais c'est à moi de commettre cette erreur. Les Russes se levèrent lentement, la tension palpable comme une corde de violon sur le point de se rompre. Victor éteignit son cigare dans le cendrier en cristal, les yeux rivés sur Amara. Nous nous reverrons, dit-il, non pas à Min-ho, mais à elle. Lorsque la porte se referma derrière le dernier Russe, Park Jin-woo explosa. Patron, vous venez de refuser 20 millions pour une bonne. Min-ho ne répondit pas. Il regardait Amara. Qui êtes-vous? Demanda-t-il doucement. Amara posa le plateau sur la table. Lorsqu'elle releva la tête, ses yeux croisèrent les siens, sans hésitation. Quelqu'un qui peut vous maintenir en vie, répondit-elle, si vous me le permettez. Et à ce moment-là, Min-ho réalisa que la négociation la plus dangereuse de sa vie n'avait pas eu lieu avec Victor. C'était le jour où il avait autorisé cette femme à entrer chez lui. La pluie s'était intensifiée. De grosses gouttes tambourinaient contre les vitres, tandis que Min-ho versait du bourbon dans 2 verres. Ses gardes du corps avaient escorté les Russes hors du bâtiment, et il ne restait plus que lui, Park et Amara dans la pièce. « Parle !» ordonna Min-ho, en tendant un verre à Amara. Elle n'y toucha pas. « Mon vrai nom est Amara Okafor. Je suis née à Lagos, au Nigeria. J'ai servi dans la garde présidentielle nigériane pendant 6 ans, avant d'être recrutée par Interpol comme agent infiltré. » Le silence qui suivit ne fut rompu que par le bruit de la pluie. Park rit, un rire nerveux et incrédule. « Vous plaisantez. » Amara ne sourit pas. Elle plongea la main dans la poche de son uniforme et déposa un petit portefeuille en cuir sur la table. Min-ho l'ouvrit. Carte d'Interpol. Sa photo. Son nom. Son numéro d'identification. « Impossible, » murmura Park. « Nous avons vérifié vos antécédents. Agence d'emploi agréée. Références. Documents. Tout est vrai. Tout est fabriqué par Interpol. » Amara croisa les bras. « Vous n'êtes pas ma cible, monsieur Lee. Vous ne l'avez jamais été. » Min-ho avala le bourbon d'un trait, les yeux rivés sur son visage. « Victor. » « Oui. Victor Constantin fait l'objet d'une enquête depuis 4 ans. Trafic d'êtres humains. Il ne se contente pas de faire transiter des marchandises par les ports. Il fait aussi passer des personnes. Des femmes. Des enfants. Interpol a des preuves de l'existence d'un réseau s'étendant de Moscou au Maroc, mais nous n'avons jamais pu obtenir de preuves directes. Et pourquoi êtes-vous ici? Parce que nous avons découvert que Victor prévoyait de vous rencontrer, qu'il avait besoin d'accéder au Terminal 7. Je me suis infiltré chez vous il y a 6 mois pour surveiller toute interaction entre vous deux. Park frappa du poing sur la table. Vous nous avez utilisés, je vous ai sauvés, corrigea Amara d'un ton sec. Victor ne voulait pas négocier avec vous, monsieur Lee. Il voulait vous éliminer et s'emparer du terminal par la force. Ma présence a changé ses plans. Min-ho se leva et s'approcha de la fenêtre. En contrebas, les lumières du port scintillaient à travers la brume. Des navires à quai, des grues immobiles, la puissance, le contrôle, tout ce qu'il avait construit. « Pourquoi veut-il » demanda Min-ho sans se retourner. Amara hésita. Pour la première fois, son masque se fissura légèrement. « Parce qu'il y a 3 ans, lors d'une opération à Budapest, j'ai tué son frère. » Park réprima un juron. Min-ho se retourna lentement. « Explique. » Dimitri Constantin. Il était responsable du trafic d'êtres humains en Europe de l'Est. Nous avons intercepté une cargaison. 23 femmes enfermées dans des conteneurs frigorifiques. Dimitri a tenté de s'échapper. Il y a eu une fusillade. J'ai tiré la première. Elle soutint le regard de Min-ho. C'était de la légitime défense. Mais pour Victor, c'était un meurtre. Il me traque depuis. Et vous êtes venu chez moi. Vous avez amené votre problème à ma porte. Non, je suis venu faire mon travail. Victor devait venir de toute façon. Min-ho retourna à la table, les mains posées sur l'acajou. Quel est ton plan maintenant? Victor ne renoncera pas. Il utilisera son désir pour le terminal comme excuse. Mais ce qu'il veut vraiment, c'est moi. Je dois terminer ce que j'ai commencé. Rassembler suffisamment de preuves pour détruire son réseau une fois pour toutes.
Et si je te livrais à lui, je gagnerais 20 millions et je serais débarrassée de ce bourbier. Amara ne sia pas. Tu ne feras pas ça. Tellement sûr? Oui, parce que les hommes comme vous ne bâtissent pas d'empire en cédant aux menaces. Et parce que... Elle esquissa un sourire. Vous êtes curieux. Vous voulez savoir comment ça se termine. Min-ho a failli lui rendre son sourire. Presque. Park, renforcer la sécurité, doubler les équipes. Personne n'entre ni ne sort sans une vérification complète des antécédents. Il se tourna vers Amara. Tu restes. Mais maintenant, tu travailles vraiment pour moi. Tu veux détruire Victor? Parfait. Moi aussi. Ce salaud pensait pouvoir m'acheter et me faire pression. Alors, on a un accord? Non. Min-ho remplit à nouveau les verres. Cette fois, Amara acquiesça. Nous sommes en guerre. Ils ont porté un toast. Le bourbon leur brûlait la gorge. Dehors, la pluie continuait de tomber. Et dans l'ombre de la ville, Victor Constantine passait des coups de fil. Il mobilisait des ressources. Il sollicitait des faveurs. La chasse ne faisait que commencer. 3 jours plus tard, la tension à Rotterdam était palpable. Minho avait annulé toutes les opérations au terminal 7. Les conteneurs restaient scellés, les grues silencieuses. 2 millions de pertes par jour. Mais il ne pouvait pas prendre le risque. Pas avec Victor qui tirait les ficelles. Amara avait transformé le Penthouse en centre d'opération. Du matériel d'Interpol jonchait la table à manger. Ordinateur portable, tablette, téléphone crypté. Des photos des associés de Victor recouvraient un mur entier. Des traits rouges reliaient les visages, les lieux et les dates. Il a 12 hommes à Rotterdam, expliqua Amara en montrant les photos. 5 sont des gros bras, rien de plus. 4 sont des spécialistes en logistique. Ces 3-là, elle toucha 3 visages. Ce sont les dangereux, d'anciens Spetsnaz, des tueurs professionnels. Park examina les images d'un air sombre. Comment savez-vous tout cela? Parce que mon équipe suit Victor depuis 4 ans. Nous savons comment il opère. Nous savons qui il engage. Nous savons... Elle s'interrompit brusquement. Minho leva les yeux. Quoi? Amara fixait son téléphone. Un message. Elle pâlit. Ils viennent de retrouver un corps dans le canal. Un homme noir. 40 ans. Une balle dans la nuque. OMS? Marcus Okonjo. Mon informateur. Il travaillait sur les quais et me transmettait des renseignements sur les mouvements suspects. Sa voix tremblait imperceptiblement. Victor l'a découvert. Minho s'approcha. Avez-vous infiltré quelqu'un dans mes opérations? Pas à vos quais. Au quai en général. Marcus ne savait rien de vous. Amara raccrocha, les mains tremblantes. Il avait 3 enfants. Pour la première fois, Minho vit son masque tomber complètement. Il vit la douleur, la culpabilité, la colère. « Je suis désolé », dit-il, et il fut surpris de sa propre sincérité. Les sentiments ne ramènent pas les morts. Amara se tourna vers la fenêtre, les épaules tendues. Victor envoie un message. Il sait que je suis là. Il sait que je travaille avec toi. Nous devons donc agir en premier. Comme? Minho décrocha le téléphone. Il composa un numéro. Il attendit 3 sonneries. Monsieur Zhao? Minho? J'ai besoin d'informations. Oui, concernant le russe. Combien? C'est fait. Je vous le transférerai dans 1 heure. Il raccrocha. Il regarda Amara. Je suis en contact avec la triade chinoise. Eux aussi ont intérêt à éliminer Victor. Il a envahi leur territoire à Anvers l'an dernier. Ils sont disposés à partager des renseignements. En échange de quoi? Participation au terminal 7 une fois que tout sera terminé. Park a explosé. Patron, vous ne pouvez pas. Je peux, et je le ferai. Victor m'a forcé la main. Maintenant, il va apprendre que provoquer un tigre a des conséquences. 2 heures plus tard, un colis est arrivé par coursier. À l'intérieur, une clé USB. Amara s'est connectée à l'ordinateur portable. Des fichiers se sont ouverts, des vidéos de surveillance, des documents numérisés et une localisation. Entrepôt 14, zone portuaire sud, lut-elle. Victor l'utilise comme base temporaire. D'après la triade, il y cache quelque chose. Quelque chose ou quelqu'un, murmura Minho. Amara a agrandi l'une des photos. Un camion frigorifique, porte verrouillée, des hommes armés l'entouraient. Mon Dieu, murmura-t-elle. C'est encore une cargaison. Il a amené des gens. Combien? Nous ne savons pas. Mais si nous suivons la tendance précédente, 20, peut-être 30. Minho a pris sa décision en 3 secondes. Nous avons réuni notre équipe. Nous passons à l'attaque ce soir. C'est de la folie, s'exclama Park. Victor fera fortifier les lieux. C'est pourquoi nous allons faire appel à des alliés.
Min-ho composait déjà un autre numéro. La triade veut du sang, donnons le rang. Amara le regarda, les yeux brillants d'un mélange de respect et d'inquiétude. Tu sais qu'il n'y aura plus de retour en arrière après ça? Ce sera la guerre ouverte. C'est déjà la guerre. Min-ho vérifia l'arme à sa ceinture. On faisait semblant que non. À minuit, 15 hommes se rassemblèrent dans un entrepôt abandonné. 10 étaient des Min-ho, des vétérans des rues de Séoul, fidèles jusqu'à la mort. 5 appartenaient à la triade, silencieux, mortels, efficaces. Amara a fait le briefing. Voie d'accès, position des gardes, plan d'extraction. Entrez, libérez ceux qui sont à l'intérieur, sortez. Rapide et efficace. Pas de mort inutile. L'un des hommes de la triade rit. Amara le fixa du regard jusqu'à ce que le rire s'éteigne. Je suis sérieux. Nous sommes meilleurs qu'eux parce que nous avons des limites. Ne les franchissez pas. À 2h47, les véhicules s'arrêtèrent à 200 mètres de l'entrepôt 14. Une pluie fine tombait. L'obscurité était totale, hormis la faible lueur des projecteurs de sécurité. Min-ho, Park, Amara et les autres avancèrent en silence. C'est alors que les projecteurs se sont allumés. Une lumière aveuglante inonda tout. Des hommes émergèrent de l'ombre. 20, 30, 40. Armes pointées. Et au centre, Victor, souriant. « Bienvenue », dit-il en russe, puis en anglais. J'attendais. Le piège se referma comme des mâchoires d'acier. Min-ho se figea, les mains lentement levées. Autour de lui, ces hommes firent de même. Amara demeura immobile, les yeux rivés sur les angles, les issues, les impossibilités. Victor descendit la rampe de l'entrepôt, à pas lents et mesurés. Il portait un manteau de laine noire, des gouttes de pluie ruisselant sur ses épaules. 2 anciens spetsnaz, des colosses armés de fusils automatiques, le flanquaient. « Je pensais que ce serait plus difficile », dit Victor en s'arrêtant à 5 mètres. « Je pensais que le grand Lee Min-ho serait plus malin. »« Comment le sais-tu » demanda Min-ho, sa voix maîtrisée malgré l'adrénaline. « Votre ami de la triade. » Victor acquiesça, et un homme fut traîné devant lui. Un asiatique, le visage ensanglanté, les mains liées. « Lord Zhao et moi avons un accord. Il m'a informé de votre plan en échange de ma promesse de ne pas massacrer toute sa famille. » L'homme de la triade assis à côté de Park laissa échapper un juron. La trahison lui faisait plus mal qu'une balle. Victor fit le tour du groupe encerclé, tel un prédateur examinant sa proie. « Baissez tous vos armes, lentement. Au moindre mouvement brusque, mes hommes transformeront cet endroit en abattoir. » Une à une, les armes tombèrent sur le sol humide. Clang, clang, clang. Lorsque Victor arriva à Amara, il s'arrêta. Il l'examina comme on examine une œuvre d'art. « 3 ans, dit-il doucement. 3 ans à te chercher. Tu as disparu comme de la fumée après Budapest. Tu as changé de visage, de nom, de vie. Je n'ai pas changé de visage, pas littéralement. Mais la femme qui a tué mon frère avait le regard mort. Toi, tu as encore de la flamme. » Il tendit la main et lui caressa le visage. Amara ne broncha pas. « Ça arrange tout. » « Victor, » la voix de Min-ho interrompit le moment. « Laisse-les partir. Ton combat, c'est avec moi. Non, mon amie coréenne. C'est elle que j'ai en conflit. Tu n'es que... » Victor fit un geste de la main pour dédaigner la remarque. Des dommages collatéraux. C'est alors que le coup de feu a retenti. Pas avec un pistolet, avec un fusil de précision. À distance. Un des gardes de Victor s'effondra. Un trou rouge parfait au front. Le chaos a éclaté. Les hommes de Min-ho se jetèrent à terre. D'autres coups de feu retentirent. 1, 2, 3. Les gardes de Victor tombèrent. Amara roula sur elle-même, ramassa une arme tombée au sol et tira en mouvement. Park criait des ordres en coréen. Au milieu de la confusion, Min-ho aperçut, sur un conteneur empilé, à 200 mètres de là, le reflet d'une lunette de visée télescopique. Des renforts. Mais de qui? Amara courait maintenant, profitant du chaos pour se mettre à couvert, et avançait vers l'entrepôt. Victor hurlait des ordres en russe. Ses hommes tentaient de localiser le tireur, mais les coups de feu provenaient de plusieurs directions. 2 tireurs, peut-être 3. Min-ho courut après Amara. « Où vas-tu » ? Les gens dans le camion. Il faut les faire sortir. Ils atteignirent la porte latérale de l'entrepôt. Amara l'ouvrit d'un coup de pied, son arme levée. À l'intérieur, l'obscurité. L'odeur. Mon Dieu, cette odeur. Sueur, peur, désespoir. Min-ho alluma la lampe torche de son téléphone portable. Le camion frigorifique était là. Porte verrouillée. Il entendit des bruits, de faibles coups, des pleurs étouffés. « À l'aide !» cria Amara en essayant de forcer la serrure. Min-ho saisit une barre de fer appuyée contre le mur. Ensemble, ils brisèrent le seau.
Les portes s'ouvrirent. 26 femmes, âgées de 15 à 40 ans, maigres, effrayées, certaines presque inconscientes de froid. « Sortez, vite !» ordonna Amara en anglais, puis en français, puis en arabe. Ils commencèrent à partir en trébuchant, se tenant l'un à l'autre. C'est alors que Victor entra par la porte principale, arme à la main, du sang coulant d'une coupure sur son front. « Tu ne vas pas gâcher ça non plus !» cracha-t-il en visant Amara. Minot s'avança. « Tirez sur moi en premier !» Victor rit d'un rire sans joie. « Comme vous le souhaitez. » Le coup est parti. Mais pas Victor. Park fit irruption par la porte latérale en tirant. La balle atteignit Victor à l'épaule. Il pivota sur lui-même, tomba et roula derrière une caisse. « Sortez !» cria Park. « La police arrive ! Sirène !» Et les voilà. À l'horizon, des gyrophares bleus et rouges clignotants. Le bruit des véhicules qui approchaient. Les mystérieux tireurs. Ils n'appartenaient pas à un gang rival. Ils travaillaient pour Interpol. Amara avait activé le signal de détresse. Victor s'en aperçut. Son visage se crispa de fureur. Il tenta encore de lever son arme. Mais Amara fut plus rapide. Elle tira une fois. L'arme lui échappa des mains. « C'est fini », a-t-elle dit. Victor la regarda. Du sang coulait. Vaincu, mais pas brisé. « Ça ne finit jamais », murmura-t-il. « Jamais. » Les voitures de police ont pris d'assaut le complexe. Les agents d'Interpol, toute l'équipe d'Amara, ont encerclé l'entrepôt. Victor a été menotté et traîné dehors en proférant des menaces en russe. Min-ho regarda autour de lui. Ses opérations étaient en découverte. Ses hommes étaient détenus pour être interrogés. L'empire qu'il avait bâti s'effondrait. Amara s'approcha, tenant toujours son arme. « Je suis désolée, » dit-elle doucement. « Tu le sens ? Tu m'as aidé. Tu as sauvé ces femmes. Ça compte. Écoute ta conscience, pas la loi. » Un agent d'Interpol, un homme d'une 50aine d'années aux yeux fatigués, s'approcha d'eux. « Agent Okafor, bon travail. Commandant Reeves, » elle acquiesça. « Voici Lee Min-ho. Il a coopéré. Sans lui, nous n'aurions pas réussi. » Reeves observa Min-ho. « Est-ce vrai ? » Min-ho aurait pu refuser. Il aurait pu se battre. Mais en voyant ces femmes transportées dans les ambulances, enveloppées dans des couvertures de survie, recevant de l'eau et des soins médicaux, il sut que certaines batailles valèrent la peine de se rendre. « Oui, » dit-il. « Alors peut-être pourrons-nous parvenir à un accord ?» 6 mois plus tard. Le printemps était arrivé à Rotterdam. Les tulipes fleurissaient dans les parcs. Le soleil avait enfin triomphé des nuages. Min-ho était assis dans un café du Markthal, sirotant un espresso et lisant le journal. Le titre « Réseau de trafic d'êtres humains démantelé. 26 victimes secourues. Victor Constantine a été condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Ses activités en Europe ont été démantelées. 63 personnes ont été arrêtées dans 7 pays. » Quant à Min-ho, un accord avait été conclu. Il avait livré des informations, noms, itinéraires, contacts, en échange d'une immunité partielle. Pas de prison, mais la fin de ses activités illégales. Le Terminal 7 avait été vendu à une entreprise légitime. Ses contacts dans le milieu criminel étaient découpés. Son ancienne vie était terminée. Park dirigeait désormais une société de sécurité privée, parfaitement légale et étrangement rentable. Et Minot, toujours riche, toujours influent à sa manière, mais différent. « Puis-je m'asseoir ?» Il leva les yeux. Amara. Elle portait un jean et un chemisier simple, ses cheveux lâchés sur les épaules, ni uniforme de bonne, ni gilet pare-balles d'Interpol. « Libre », dit-il. Elle s'assit et commanda un café. Ils restèrent silencieux un instant, observant les gens passer. Des familles, des couples, des enfants qui riaient. « Comment vont-ils » demanda Min-ho. Les femmes, 21 ont accepté de retourner dans leur pays d'origine, 5 ont demandé l'asile, toutes ont bénéficié d'un soutien psychologique, d'un hébergement sûr et d'une aide financière initiale. Amara remua le sucre dans son café. 2 ont déjà trouvé du travail. L'une a commencé ses études supérieures. De petites victoires. Une victoire est une victoire. Oui, elle l'observa. Et vous, comment allez-vous ? Min-ho haussa les épaules. Apprendre à dormir sans vérifier les armes sous l'oreiller, c'est un processus. J'ai entendu dire qu'il investit dans des projets communautaires, des centres de jeunesse et des programmes éducatifs. J'essaie de rétablir l'équilibre. Cela n'efface pas le passé, mais cela construit un avenir différent. Ils burent du café. Le soleil leur réchauffait le visage. « Tu m'as sauvé la vie », finit par dire Min-ho. « Tu aurais pu me livrer à la police dès le début. Tu aurais pu utiliser mon opération comme appât et te débarrasser de moi.
Je pourrais. Mais vous avez fait un choix en refusant de me vendre à Victor. Ce choix a révélé votre véritable nature, cachée sous toutes les couches de pouvoir et de contrôle. Et qui suis-je? Amara sourit, le premier sourire sincère qu'il lui ait jamais vu. Quelqu'un qui a encore une conscience. C'est rare dans notre monde. Notre monde, répéta Minho. En fais-tu toujours partie? J'ai quitté Interpol. Officiellement, retraite anticipée. Officieusement, elle marqua une pause. J'en ai assez de traquer les monstres. Je veux aider les victimes. J'ai créé une ONG pour aider les femmes qui ont échappé à la traite des êtres humains. Réinsertion, thérapie, formation professionnelle. Avez-vous besoin d'un investisseur? Elle le regarda avec surprise. Sérieusement? J'ai de l'argent qui doit servir à quelque chose de bien. Et je vous le dois. Je le dois à ces femmes. Amara tendit la main. Alors, marché conclu. Ils se sont serrés la main. Non pas en tant que criminels et policiers, non pas en tant qu'employeurs et employés, mais en tant qu'alliés, en tant que personnes essayant de recoller les morceaux d'un monde brisé. Les semaines passèrent. L'ONG d'Amara prit de l'ampleur. Minho fit des dons, utilisa ses contacts pour trouver des locaux, des avocats et des thérapeutes. Park assura gratuitement la sécurité des centres d'hébergement. Un soir, lors d'une soirée de collecte de fonds, l'une des femmes secourues, une Marocaine de 23 ans, est montée sur scène pour témoigner. Elle a raconté son histoire, l'horreur, le désespoir et le salut. « J'étais prête à mourir dans ce camion, » dit-elle, la voix brisée. « Mais des gens que je n'avais jamais rencontrés ont tout risqué pour me sauver. Ils m'ont prouvé qu'il y a encore de la bonté dans ce monde. » Le public applaudit. Minho, assis au fond de la salle, ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Rédemption. Incomplète, jamais complète, mais réelle. Amara l'a rencontrée après l'événement, sur la terrasse surplombant le port illuminé. « Merci, » dit-elle, « pour tout. C'est moi qui devrais vous remercier. Vous m'avez donné une seconde chance. Nous nous sommes donné une seconde chance. » Elle contempla les lumières qui se reflétaient sur l'eau. Victor avait raison sur un point, tout a un prix. Mais il se trompait sur le prix que cela vaut la peine de payer. Qu'est-ce que c'est? Le prix du changement, du choix d'être meilleur. Ce prix, dit-elle en souriant, vaut chaque centime. Minho acquiesça. En contrebas, un navire quittait le port, ses feux clignotant tandis qu'il glissait vers le large, cap sur des contrées inconnues, transportant une cargaison d'espoir plutôt que de désespoir. « Quel est le prix ?» murmura-t-il, reprenant les mots qui allaient tout changer. Amara le regarda, perplexe. « Quoi ? Rien. Juste un petit rappel. » Il se tourna vers elle. Le prix à payer était élevé. J'ai perdu mon empire. J'ai perdu mon identité. Mais j'ai retrouvé mon âme. C'était un juste échange. Oui, acquiesça Amara. C'était le cas. Et là, sous le ciel étoilé de Rotterdam, deux personnes qui avaient vécu dans des mondes d'ombre trouvèrent un rayon de lumière. Ce n'était pas une fin de conte de fées. C'était mieux. C'était réel.